Alors cette fois-ci, c'est un récit. Dans les trois précédents, j'avais travaillé autour de la même disons, obsession sur le secret familial. Et cette fois-ci, en fait, la forme s'est imposée comme une adresse à mon père qui venait de mourir. Et donc c'est un récit. Un récit qui relate les 2 dernières années de vie de mon père. Mon père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et on a découvert qu'il avait cette maladie longtemps auparavant. Mais c'est vrai que les 2 dernières années, j'ai été très présente et j'ai pu observer en fait la dégénérescence qui opérait chez lui. Et pendant sa maladie, j'étais plutôt présente et attelée à m'occuper de lui et à être proche de ma mère que de prendre des notes sur ce qui avait lieu. Donc c'est vrai que j'ai commencé le récit une fois que mon père était mort et j'ai replongé en fait dans les événements qui avaient eu lieu. Parce que parfois j'avais pu noter par exemple un petit mot ou une situation mais très rapidement, pas forcément en prenant les notes sur le moment. Et donc après j'ai revisité en fait les événements que j'avais pu vivre parce que c'était parfois totalement presque surréel ou irréel ou aussi c'était je pense une manière pour moi de comprendre ce qui s'était passé. Puisqu'en fait, j'ai assisté à la disparition de mon père de son vivant. C'est-à-dire que même s'il y avait une enveloppe, il restait lui dans ce qu'il était physiquement, même si il se décharnait un peu. Mais là, avec cette maladie, en fait, on a affaire à quelqu'un qui petit à petit perd la mémoire, des choses toutes simples qu'il peut faire tous les jours, d'un coup, c'est plus faire. Donc j'assistais à ça en me disant mais enfin c'est incroyable parce que l'être disparaît devant mes yeux et c'est comme si j'avais même commencé le processus de deuil de son vivant. Donc c'était très curieux en fait d'être confrontée à cette maladie qui fait qu'aussi quand on est face à quelqu'un comme ça qui perd la tête, alors parfois il y a des situations très cocasses que je relate d'ailleurs dans le livre, mais pas seulement cocasses, et ça met dans une position d'extrême vigilance, comme si on cherche à capter l'essence de la personne, et comme si on se dit est-ce que c'est lui qui me parle ? Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il pense ? Puisqu'il n'arrivait plus vraiment à s'exprimer. Parfois, il prenait des mots pour d'autres, ou parfois, il n'avait même plus les mots. Donc, on essaye de décrypter. Moi, j'avais l'impression d'être comme un agent secret qui essayait de voir ce qui se passait dans la tête de mon père pour être sûr qu'il était bien, pour essayer de comprendre. Et à chaque fois, de se dire... Parce que parfois, il y avait aussi des grands moments de lucidité. Et donc, quand on est face à des gens comme ça... En tout cas, moi, j'avais besoin de toujours considérer que mon père était quelqu'un qui avait une pensée, qui restait totalement humain, et de garder sa dignité à tout moment pour, au cas où, il revienne à lui. Comme si, même si on voyait chaque mois la maladie opérer, je me disais tout le temps, non, en fait, ça va... à un moment donné, peut-être ça va s'arrêter, et puis peut-être qu'il va récupérer en fait qui il était avant. Mais non, en fait, ça n'a pas lieu. Mes parents vivent ensemble depuis 60 ans. Ils avaient 60 ans de vie commune. Et donc, c'est un couple qui était assez fusionnel, même si la vie a fait que ça n'a pas été forcément... Il y a eu des tempêtes, tout ça, mais voilà, ils ont vécu, ils se sont aimés pendant 60 ans. Et je pense qu'en fait, aussi, avec cette maladie, il y a une dégénérescence qui s'opère par petits... C'est assez sournois parce que des petites choses disparaissent dans le système cognitif de la personne. Alors parfois on se dit mais enfin, je t'ai déjà dit ça, mais tu te souviens pas Donc il y avait quelque chose comme ça où, comme ça opère petit à petit, que c'est pas flagrant, c'est pas genre un accident et on a la jambe cassée, c'est les connexions dans le cerveau qui se font pas, mais petit à petit. Alors c'est vrai que... des choses toutes simples, par exemple allumer son ordinateur, il savait plus faire, alors dire là ma bécane elle marche plus, mais juste le sigle qu'on retrouve sur les téléphones portables, sur les télécommandes, il savait plus que ça voulait dire marche. Et plein de petits signes comme ça opèrent, et c'est vrai qu'autour on est un peu démunis, et de plus en plus démunis, parce qu'en fait la maladie comme ça est souterraine.
Et quand vraiment on s'en rend compte, c'est presque... c'est difficile aussi de mettre un mot sur cette maladie parce que ça fait peur en fait, la maladie. Et ça fait peur... je pense que c'est une angoisse qu'on peut tous avoir de perdre la mémoire. Et là d'un coup ça nous renvoie à nous-mêmes et à nos propres peurs. Et en fait, pour vraiment avoir un diagnostic clair, il faut attendre, alors il y a des imageries qui ont lieu, mais aussi des signes cognitifs. Et c'est parce que c'est une association de l'imagerie et d'un diagnostic cognitif qui fait qu'on peut donner un diagnostic précis. Et ça met un peu de temps. Même les médecins le disent on ne peut pas dire que c'est telle maladie parce qu'on a besoin de voir comment ça va se passer. Donc, tant qu'il n'y a pas de diagnostic comme ça, il y a une sorte de quelque chose qui flotte. Et en fait, autour, les aidants, ils sont dans le même flottement. Et aussi... c'est vrai que moi, je me suis rendu compte à quel point on pouvait être vraiment démunis. Et comment, parfois, on avait tout faux avec lui. Par exemple... de lui dire tout le temps mais si, mais souviens-toi, mais si, mais si. Et en fait, jusqu'au jour où un médecin nous a dit mais en fait, quand vous dites ça, lui, ça l'angoisse parce qu'il n'a pas. C'est comme si à l'intérieur de lui, quand il y a un trou noir, il y a un trou noir et il y a zéro image. Donc en lui disant mais si, souviens-toi, et il essaye de se souvenir, mais en fait, c'est que du noir, enfin, ou je sais pas, ou que du rose, ou je sais pas ce qui se passe à l'intérieur vraiment. Mais en fait, il n'y a pas d'image concrète qui viennent. Donc ça alimente en fait le stress du malade. Et donc voilà, petit à petit aussi, on a dû comprendre, aménager nos comportements. On voit aussi quelqu'un... aussi, je pense que ce qui n'est pas facile pour les proches, c'est de voir... parce qu'en fait, quand la mémoire de quelqu'un s'en va, c'est aussi tout un pan de la mémoire de la famille qui s'en va. C'est tout un pan d'une vie qui s'en va. Et donc, je pense qu'aussi, quand j'ai eu besoin d'écrire ce livre, c'était aussi pour rattraper un peu les choses, pour laisser une trace de mon père, pour essayer de m'interroger sur mon lien filial, puisque là, concrètement, j'annonce, autant dans les livres précédents, je romançais mon histoire familiale, autant là, je dis franchement que voilà, ce père qui est en train de disparaître n'est pas mon père géniteur, c'est mon père, parce que c'est lui qui m'a élevé et donné son nom, donc moi, je le considère vraiment comme mon père. Mais c'est vrai que là, je lève le secret de famille. Voilà, donc c'est... Mais je pense aussi que je me suis autorisée à écrire ce livre et à dévoiler ce secret aussi parce que mon père est mort, qui m'a réclamé en fait le silence sur ce secret toute ma vie. Donc c'est vrai que là, il était temps peut-être de mettre les choses, de lever les masques en fait. Voilà. De lever les masques, mais parce que aussi, ce qui est étrange, c'est que quand j'ai démarré le livre, parce qu'en fait j'étais sur un livre, j'étais en train d'écrire un autre livre, j'étais sur un autre texte, je ne sais pas si ça allait devenir un livre, mais en tout cas j'étais sur un autre texte. Et puis la maladie comme ça a opéré, ma mère avait vraiment besoin d'aide, je pouvais être disponible, donc j'ai arrêté, je ne pouvais pas écrire, donc voilà. Et quand mon père est mort, j'ai voulu me remettre au travail du texte précédent, et puis rien, il ne se passe rien. Pendant des semaines, j'y arrivais pas, j'avais pas la tête à ça, Et je me suis mis en fait à écrire un texte à la troisième personne du singulier, en disant il, en parlant de mon père qui venait de mourir, et en me disant je vais relater un peu son histoire, j'avais besoin de ça presque pour moi. Et j'ai écrit comme ça une vingtaine de pages à la troisième personne, voilà, en me disant voilà, et tout à coup, l'adresse se fait, c'est un tu qui s'impose, mais je ne l'ai pas choisi en fait, ça s'est imposé à moi. Donc j'ai poursuivi avec le tu comme ça, puis tout à coup je me suis dit, oui, en fait, ça me semble une forme plus juste. En tout cas, j'étais appelée par cette forme-là, je l'ai pas décidé, et j'ai poursuivi le récit en me replongeant dans les événements qui avaient pu avoir lieu ces 2 dernières années-là, et évidemment en faisant des correspondances avec mon enfance, puisque je me suis retrouvée aussi à faire des gestes que mon père avait pu faire pour moi enfant, comme lui donner à manger, comme l'habiller ou le déshabiller. Alors c'est vrai que
on est confronté parfois aussi avec cette maladie, enfin en tout cas moi je parle pour moi, mais parfois j'étais tellement démunie ou alors tellement en colère que parfois j'avais zéro patience, que je pouvais avoir comme ça quelque chose qui montait en moi, donc je fuyais dans le jardin, je fuyais, je disparaissais pendant plusieurs semaines parce que je me disais sinon je vais pas, enfin, ça me faisait sortir hors de moi, parce que toujours pareil, enfin, moi je ne comprenais pas ce qui avait lieu, et surtout je pense que ça me renvoyait à moi en fait, à ma crainte de, oui, de perdre la mémoire, d'être démunie, de perdre ma dignité, d'être... voilà, donc voilà, parfois j'avais des pensées qui n'étaient pas toujours... je sais pas comment dire, mais pas toujours capable d'aide avec calme et douceur. Voilà, donc j'essayais en tout cas avec lui de l'être, mais à côté c'était... voilà. Et donc dans ce texte-là, c'est vrai que je me découvre, enfin je me suis pas non plus fait de cadeau sur ce que je pouvais ressentir ou éprouver comme sentiment vis-à-vis de la maladie, et de voir les gens qu'on aime souffrir, c'est insupportable. D'être aussi confronté au marché de la vieillesse, là ça a été un monde, parce qu'avec ma mère voilà, à un moment donné on s'est dit il faut placer... ma mère s'est dit, oui, je vais placer mon mari, oui, on va placer notre père, mais ça prend du temps. Plus ça prenait de temps, plus la maladie opérait, moins il y avait de place, parce que plus il était malade, moins les lieux qui pouvaient l'accueillir avaient de place. Donc ça devenait un magma où on avait envie de le mettre en même temps, et c'était juré d'être toujours l'un pour l'autre, d'être dans une aide au quotidien. Donc ma mère tenait et a tenu jusqu'au bout, et en même temps... on voyait notre mère qui perdait de la force, et on s'est dit, mais à un moment donné, ça se trouve, on va perdre notre mère avant de perdre notre père, parce que notre mère s'épuisait. Et tout un marché de la vieillesse avec les EHPAD, l'argent que ça coûte, les papiers qu'il faut faire. À un moment donné, on trouve une place, et puis là, mon père, hop, a un sursaut... de lucidité, où il revendique qu'il est libre, qu'il ne veut pas aller dans cet endroit, et nous évidemment on est presque contente parce que d'un coup on se dit ah c'est bien, il se défend, et puis 2 heures après c'est reparti dans une spirale infernale où il va nous épuiser. On interroge, on nous dit cette personne, on peut pas placer votre père ou votre mari parce qu'il n'est pas sous tutelle, et là d'un coup on se dit c'est quoi la tutelle, enfin il y a plein de choses, on découvre. Voilà, donc faire des placements d'office, aussi ce que c'est pour les proches de faire des placements d'office, c'est-à-dire qu'on va priver quelqu'un de sa liberté. En fait, mon père est mort plus tôt que tout ça, et presque je le remercie, parce que je pense que ça aurait été en fait terrible pour nous de prendre ces décisions, parce que c'est pas quelque chose qu'on... Enfin, on n'a pas envie de mettre quelqu'un contre son gré à un endroit, de priver de ses droits sociaux, de sa liberté, enfin voilà, et en fait d'être confrontée à ça, je pense qu'après la mort de mon père, j'ai eu donc cette nécessité de raconter ça, aussi parce que, alors c'est peut-être aussi ma génération, et donc on a beaucoup de nos parents, enfin mes amis proches de même génération, on a des parents qui ont l'âge de mes parents, qui vivaient les mêmes choses. On se racontait, on passait des week-ends ou des dîners à raconter ce qui pouvait se passer chez nous, chez nos parents, avec des situations parfois mais tellement incroyables, cocasses, drôles, terribles, et en même temps où je me rendais compte qu'on pouvait, nous les enfants, avoir les mêmes préoccupations, les mêmes angoisses, et je me suis dit alors comme si de raconter aussi ce qui avait pu m'arriver, c'était aussi prendre la parole pour des gens qui ne se l'autorisent pas, ou qui ne peuvent pas, ou voilà. Donc après,
évidemment que c'est mon point de vue. Et c'est vrai que même dans le livre, je dis, je vois quelqu'un qui parle à la mémoire. Moi, quand je fais écho quand ça fait écho à mes souvenirs d'enfance, je m'interroge aussi sur ma propre mémoire. Est-ce que je peux m'y fier parce que voilà, on romance aussi les choses ou pas. Donc ça aussi, voilà, c'est ces allers-retours avec la disparition de mon père et de recréer le monde de l'enfance, de ce qu'on a pu partager, qu'est-ce qui fait une famille, c'est quoi le lien filial, c'est quoi être une fille. Voilà, et c'est vrai que c'est des grandes interrogations. Voilà, je me suis posé des questions.